Voyage en musique. Catherine Valmetz Et Geoffroy Scribe. Catherine Valmetz, aujourd'hui le sujet de cette émission de Voyage en musique sur RCF en Finistère sera la présentation d'un métier que vous exercez au sein des éditions Buissonnières, donc des éditions qui se trouvent dans la presqu'île de Crozon, à Crozon exactement, et la particularité de ces éditions, c'est de produire des partitions. Ce sont des éditions musicales, vous abordez différents registres, il y a du baroque, il y a des pièces d'orgue, il y a de la musique pour différentes formations, différents ensembles, différentes époques. Alors, évidemment, première question toute simple, comment vous, Catherine Valmetz, êtes-vous tombée dans le bain de ces éditions musicales ? Par hasard. Un petit peu par hasard, j'ai un parcours de musicienne, de violoniste, altiste et puis de chant, conservatoire, etc. Alors avec les cursus formation musicale, donc un bagage musical classique. Et puis j'ai choisi de faire un autre métier. Je suis allée vers la gestion. Et un jour, on m'a proposé ce métier d'édition musicale auquel je ne connaissais rien. Et l'ancien patron des éditions Buissonnières m'a filé un bouquin final, en gros de quelques centaines de pages. Georges Boulestro. Georges Boulestro. En me disant, tiens voilà, lis le bouquin et apprends à utiliser Final. Donc ça a commencé comme ça. J'ai fait un premier CDD en me disant, ah là 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 là, c'est pas pour moi. Parce que c'est beaucoup de, je vais dire, des maniaqueries. Des petites choses par-ci, des petites choses par-là. Il faut être hyper rigoureux. C'est on reprend, on ressaisit, on revérifie. Donc c'est un travail de très longue haleine. Par exemple, quand on travaille sur un opéra. C'est minutieux. Très, très minutieux. Et donc j'ai commencé par me dire, c'est le chemin de musique que je prends en faisant des cours de chant. J'avais une période aussi dans les chœurs de l'Opéra de Rennes. Pour moi, c'était plus ce chemin-là que je choisissais et pas forcément un boulot minutieux et sur ordinateur. Et voilà. Et puis, finalement, j'y suis restée. J'ai refait quelques partitions et puis j'y suis depuis une quinzaine d'années. 15 ans de minutie, 15 ans de rigueur. Quel est le plus rigoureux de créer une partition, de la produire, de l'éditer ou de la chanter, puisque vous êtes chanteuse ? Qu'est-ce qui demande le plus de travail ? Tout un chemin, avec du travail très différent. Alors je vais reformuler la question. Est-ce que le métier de l'édition vous a permis de découvrir des choses que vous n'aviez pas vues jusque-là dans les partitions que vous chantiez et de les aborder différemment ? Ah oui, et inversement. Oui, bien sûr. Ça m'arrive de chercher dans des manuscrits, alors pour des ensembles nationaux, enfin des ensembles qui tournent un peu partout, et puis de découvrir dans un manuscrit de Vivaldi une pièce que je vais utiliser moi ou avec un de mes ensembles. Oui, puisque vous dirigez des ensembles également. Je dirige 2 ensembles, ouais. Comment vous êtes-vous fait connaître pour arriver in fine à ce que des ensembles de musiciens professionnels viennent vous voir, toquent à la porte de les maisons d'édition et disent « Tiens, est-ce que vous pourriez nous produire la partition, si je puis dire, actualisée de tel opéra du Vivaldi, de Handel ou de Haas ?» Parce qu'on en a... Alors le chemin, il s'est fait plutôt dans l'autre sens, c'est-à-dire que Georges Boulestro était instituteur et musicien, mais au départ, quand il a créé les éditions Buissonnières, c'était pour faire du matériel scolaire. Donc il faisait de la mise en page de bouquins scolaires et à côté, en amateur, il travaillait sur des partitions, il mettait en page des partitions, mais avec comme un peu tout un chacun musicien peut le faire. Et en fait, c'est par des contacts ici, des contacts là, que un tel a commencé à lui demander de faire des partitions, et puis l'Orchestre de Bretagne. Et puis en fait, là où ça a vraiment décollé, et ce qui finalement a permis mon embauche aux éditions Buissonnières, c'est les opéras qu'on a fait il y a une vingtaine d'années pour Mathéus, pour l'ensemble Mathéus, qui est un ensemble brestois. Donc là encore, c'est des chemins qui se croisent, et c'est... je vais pas dire c'est un hasard, mais c'est ça qui a permis de beaucoup développer les éditions musicales aux éditions Buissonnières. Donc de progresser, parce que vous comprenez petit à petit, au fil des demandes, les particularités, les nécessités, les besoins des musiciens et des chefs.
Il y a des chefs qui peuvent vous demander ceci et d'autres encore autre chose sur la même partition, peut-être. Et puis le métier lui-même, c'est-à-dire que petit à petit, c'est aussi entre la recherche du manuscrit, parfois on contacte des bibliothèques partout dans le monde, jusqu'à la scène, c'est un long chemin en fait, il n'y a pas que la saisie, c'est-à-dire il y a la recherche de manuscrits, il peut y avoir des histoires de droits, donc chercher les droits d'auteur, on se retrouve parfois à appeler des cimetières. Et il y a quelqu'un qui répond dans les cimetières. Donc les histoires de droits d'auteur, évidemment la saisie, la mise en page. Et puis la mise en page, on va créer un livre. Vous parliez tout à l'heure des bouquins d'orgue. On a effectivement l'orgue aux 1000 saveurs où c'est de la mise en page de pièces très variées, etc., etc. Avec des photos. Avec des belles photos, des belles illustrations. Un soin tout particulier à la mise en page et à la musique en fait, pour que le musicien s'y retrouve et que ce soit facile à jouer. Et donc il y a toute la partie mise en page d'un livre pour un musicien, un organiste, un violoniste, un chanteur. Et puis après il y a tout un pan de notre travail qui est le travail pour les orchestres. C'est-à-dire qu'on va travailler sur le manuscrit, on prépare un conducteur qui reprend tous les instruments de l'opéra ou de la pièce, et ensuite on prépare les parties séparées d'orchestre, et là c'est les violons 1, les violons 2, les flûtes, les hautbois, les bassons, et les altos. Et les altos, pardon. Et donc ça c'est une grosse partie de travail, et c'est ça qui fait aussi notre fond opératique. Là, la commande que je viens de terminer, c'est la Cenerentola de Rossini qui part à Boston. Juste pour quel avant, ensemble, est-ce possible de le dire? L'opéra en fait. L'opéra de Boston qui vous a commandé ça. Alors on peut se demander pourquoi les éditions Buissonnières alors que par exemple la Cenerentola est éditée chez plusieurs autres éditeurs. Il se trouve que autour des années 50, les éditeurs interprétaient en fait les manuscrits en se disant si Rossini ici a mis des liaisons, il a mis des articulations, sans doute que 100 mesures après c'est pareil. Et puis finalement depuis une vingtaine d'années, on travaille sur les éditions Urtext, c'est-à-dire dans le texte d'origine. On travaille sur le manuscrit et on ne rajoute rien par rapport au manuscrit d'origine. Là où, il y a 100 ans, ou autour des années 50, 60, les éditeurs interprétaient les manuscrits, rajoutaient des articulations, des liaisons, des fortés, des pianos, des nuances, tout ce qu'on veut. Et donc, la tendance de l'édition musicale, et ce qui fait un peu notre spécificité aujourd'hui, c'est d'aller vers l'urtext, les éditions urtext, c'est-à-dire on travaille sur le manuscrit, tout ce qu'on rajoute est mis entre crochets ou entre parenthèses, il y a des petites notes critiques pour expliquer, là c'est telle note, mais sans doute que dans l'harmonie c'est plutôt telle autre note. Voilà, donc il y a tout un travail sur manuscrit. On est un tout petit éditeur au Far West, mais nos partitions partent parfois en Australie, en Suède, à Boston, beaucoup en France, évidemment. Mais voilà, elles voyagent. Il y a de quoi être fier. Oui. Combien d'œuvres aujourd'hui figurent au catalogue Si on compte chaque référence, c'est 350 références. Mais parfois, c'est une référence, parfois c'est juste un aria de Vivaldi. Alors, certains arias de Vivaldi sont devenus des tubes, et puis on va en vendre pas mal. Et puis d'autres, on en a vendu 1, 2... Et combien arrivez-vous en moyenne à créer de nouvelles partitions par an? Il y a des personnes dédiées à ça, ou ça dépend des commandes? Moi et moi-même. Oui, ça dépend des commandes. C'est-à-dire que là, au printemps, je travaillais sur l'Olympiade pour l'ensemble Mathéus. Je viens de finir de refignoler et remettre en page la Cenerentola qui part à Boston. Et puis, pour le prochain programme, c'est une commande d'airs de Rameau pour un concert, pour un ensemble qui s'appelle La Belle Image à Épinal. Donc parfois, c'est des grosses commandes sur lesquelles je vais passer 2 mois. Parfois, c'est une commande d'un aria que quelqu'un trouve pas, et puis là, c'est parfois une journée de travail. Les livres d'orgue, les recueils d'orgue dont on parlait tout à l'heure, c'est entre 100 et 150 heures de travail, avec Martha Liozzi et Damien Simon. D'autres partitions, pour rester sur l'orgue, les cantiques de Bretagne, qu'on a édités il y a quelques mois, et qui seront donnés le 16 juillet au Folguet,
par la veuve de Pierre Pincemaille qui avait harmonisé ces cantiques. Ça, c'est des partitions sur lesquelles on va avoir un travail qui est complètement différent puisqu'on récupère, là il ne s'agit pas de manuscrits, je récupère des fichiers numériques des auteurs qui ont déjà finalement fait le travail de saisie et puis c'est une harmonisation par rapport à notre catalogue, à nos autres partitions. En fait, donc c'est plus de la mise en page. Quelque chose qui a son importance auquel on ne pense pas d'emblée. Comment avez-vous choisi le papier et la couleur, le grammage? C'est d'importance aussi pour le musicien qui joue la partition. Alors, ouais, ça que la se page fait... se tourne correctement, que le papier gondole pas, qu'il soit pas avec transparent. les jeux de lumière, parce que parfois sur scène on peut être éclairé avec différents jeux de lumière. Faut pas que ça brille. C'est aussi l'expérience de musicien. En fait, Georges Boulestro était musicien, il était dans plusieurs ensembles. Moi-même, alors je donne des cours de chant, je dirige un ensemble. Donc c'est aussi notre expérience de musicien qui nous fait avancer. Tel papier, un petit peu ivoire, c'est beaucoup plus agréable à lire. Les papiers blancs, un petit peu glacés, en fait, avec les reflets, impossible à lire parfois quand on joue, effectivement. On choisit aussi une taille, la plupart de nos partitions sont SR-A3, donc c'est une taille un tout petit peu plus grande, une fois pliée, c'est un tout petit peu plus grand que le A4, donc ça donne une partition qui est plus agréable, qui est plus aérée. Voilà, après c'est très personnel, c'est-à-dire qu'une partition, sans doute que si vous mettiez en page les partitions, vous ne le feriez pas comme je le fais. Oui. C'est aussi notre expérience et c'est très subjectif en fait. Donc une touche personnelle quelque part. Ouais, toujours. Et puis je me plais à mettre des illustrations. Donc peut-on dire que c'est un travail d'artisan fait par des artistes? C'est une belle définition. Oui, on est artisan. Ouais, c'est vrai, on est artisan. Après, on est petit éditeur aussi parce que quand on sort une référence, on n'en vend pas 5000. Non. Combien êtes-vous au sein des éditions aujourd'hui? On est 6 personnes. D'accord. On est 6 personnes. Non, il y a des temps partiels. D'accord. Donc moi, je suis vraiment sur le département musique. Oui. Une personne au département scolaire. Oui, puisque ça reste, ça demeure. Oui. Ça reste, et puis c'est une grande partie de notre chiffre d'affaires. Et 3 graphistes. Ah oui. 3 graphistes qui sont sur alors ça peut être des affiches de concerts, ça peut être des catalogues professionnels, ça peut être des livres, du livre d'auteur, du livre parfois de poésie, du livre de photos, du livre... Voilà, donc il y a toute une partie de graphisme. Et on a une collègue qui s'occupe de tout ce qui est comptabilité, expédition et tout ça, qui est un petit peu le poste transversal entre nos différents postes. Je reviens au papier, savez-vous d'où vient justement le papier? Où est-ce qu'il est produit? Il est français. C'est du papier français? Oui. Et c'est du papier français. Il nous arrive de travailler très honnêtement nos la question n'était pas forcément là, mais c'est juste pour savoir, est-ce qu'on savait d'où est-ce qu'il venait en France ou... Non, je ne saurais pas où il est fabriqué. En revanche, nos reliures, parfois, les recueils d'orgue, les recueils partitures de Vivaldi, on les fait fabriquer à l'étranger. Ah oui. Ouais. Donc, on fabrique la plupart des partitions en interne. Oui. Et en fait, les livres cartonnés... reliés, cousus, etc. On a fait le choix de les faire fabriquer à l'étranger pour une histoire de coût. C'est-à-dire, on préfère avoir cette qualité, la qualité de papier, le livre relié cousu, qui, j'allais dire indestructible, mais à un coût raisonnable. D'accord. Et quelles sont les perspectives d'évolution pour les éditions aujourd'hui? Est-ce que vous pensez, en tout cas pour la partie musicale qui est la vôtre, vous attaquez à des répertoires jusque-là peu fréquentés? Essayez de percer, par exemple, je sais pas moi, peut-être du moderne, du contemporain, un autre style de musique, du jazz ou des partitions que vous n'avez pas encore eu l'occasion de voir sous les yeux et sous la main? Alors on nous en propose parfois, rarement, mais quand on est un éditeur un petit peu référencé classique, je pense qu'on n'est pas les mieux placés pour éditer une pièce contemporaine, parce qu'on peut la prendre au catalogue, mais en fait les gens viennent pas forcément chercher ça chez nous. Ouais. Donc c'est parfois un petit peu difficile de changer de domaine. Et puis ça représente un investissement dont vous n'êtes pas sûr du résultat, quoi. Oui, toujours. Oui. Je sais pas, on peut penser à des pièces de Korngold, par exemple. Ça n'a peut-être pas dû arriver souvent. Non.
On a une partie pédagogique, on a des pièces vraiment pédagogiques qui sont utilisées en conservatoire, en école de musique. On a une petite partie traditionnelle, parce qu'on est éditeur breton, et donc on a des recueils d'orgue, on a des recueils de chants de marins, on a des recueils, on diffuse des recueils d'accordéon. Et mais le gros de notre travail reste quand même le répertoire classique. Et puis c'est vrai que quand on se spécialise et quand on est dans une niche comme on est, pourquoi on irait sur les chemins où il y a des éditeurs qui sont vraiment spécialisés sur la musique contemporaine, des éditeurs qui sont vraiment spécialisés sur le jazz. Et encore, le jazz, il y a tellement on travaille à l'oral que les partitions, c'est pas forcément facile à diffuser. Et après, ce qui se développe beaucoup en ce moment, c'est finalement le répertoire de musique ancienne, en fait. Oui. Baroque et médiéval, pas que. Même, peut-être. Non, peu. On a quelques recueils de madrigaux, mais c'est beaucoup de baroque classique. Et on travaille depuis 10-15 ans avec un ensemble qui s'appelle Les Monts du Reuil, qui ressort des oubliettes des opéras période Révolution française. D'accord. Méhul, Grétry, Dalérac. Et là, on est sur Almazis de Royer, avec des partenariats CNRS, Sorbonne, enfin des recherches. Pour accéder aux originaux. Oui, et pour travailler, pour préparer des éditions critiques et tout ça, oui. Vous est-il arrivé de tomber sur 2 manuscrits du compositeur, montrant des différences l'un avec l'autre? Eh oui. Et dans ce cas-là, comment faites-vous? Alors, on est éditeur, on n'est pas musicologue. Donc, oui, mais il faut bien faire un choix. Oui, mais souvent, là par exemple, Almazis, il y a 3 sources sur lesquelles on travaille, mais c'est pas moi qui vais trancher, c'est pas moi qui vais faire l'édition critique. D'accord. On travaille donc avec un chercheur CNRS Sorbonne qui lui, alors on est en lien assez régulièrement, et qui lui va dire, il y a des différences, mais probablement que c'est plutôt ça, et voilà. Donc c'est des choix qui appartiennent la plupart du temps aux ensembles, quand c'est des commandes, aux ensembles ou aux musicologues. Oui, donc là, il y a un aller-retour, il y a des questions qui se posent. Énormément, il y a 1000 allers-retours, oui. Est-ce que vous êtes au courant? Est-ce que vous êtes d'accord? Qu'est-ce que vous préférez? C'est un peu les questions qui se posent. Oui, c'est ça, ouais. Ouais, c'est ça, ouais. Les questions, c'est aussi qu'est-ce que le compositeur aurait voulu? On ne sait pas. J'imagine que la question se pose parfois de se dire, non, ça a été ajouté par quelqu'un, il ne l'aurait certainement pas écrit comme ça. Oui, mais on finit par reconnaître sur le manuscrit les ajouts. C'est-à-dire que à force de passer mes matinées sur des manuscrits de Vivaldi, en fait, on reconnaît son écriture, on reconnaît sa façon d'écrire les notes, sa façon d'écrire les paroles, et on repère aussi les choses qui ont été plus tard rajoutées sur le manuscrit. Et souvent, on les repère. Alors parfois, on se retrouve aussi avec des problèmes sur un manuscrit, c'est-à-dire, je suis sûre qu'il vous est arrivé de faire tomber une tasse de café sur une partition. Ça arrivait aussi en 1725. Oui. Et donc, on se retrouve avec quelques pages qui sont tachées, qui sont très très difficiles à lire. À lire, oui. Ouais. Il nous est arrivé aussi sur un concerto, je crois que c'est le concerto de Porpora. Je suis pas très sûre, de n'avoir que les parties d'instruments sans la basse. Ah oui. La partie de basse elle n'a jamais été écrite. Elle appartient à un privé qui ne veut pas la diffuser. Ah oui. Donc vous devez inventer. Alors, encore une fois, c'est pas nous qui inventons. Oui. C'est quelqu'un qui a réécrit, en fait, qui connaît, qui est vraiment spécialiste du sujet et qui avait réécrit la basse. Incroyable. Y a-t-il des partitions manquantes aussi, des pages qui peuvent manquer Ah oui, ça peut aussi. Donc là, mais en fait, dans ce cas-là, quand on édite, on va pas les réinventer en tant qu'éditeur. Je vais pas les réinventer. Je vais laisser une page blanche en marquant page manquante sur le manuscrit. Parfois, l'ensemble qui nous commande un programme choisit de réécrire ou de compléter. Oui. C'est-à-dire que on a travaillé sur 3 programmes de CD avec Nathalie Stutzmann.
un programme Vivaldi, Prima Donna, Les Héros de l'ombre de Handel, et puis sa cantate imaginaire de Bach. Et pour la cantate imaginaire, Nathalie Schutzmann a choisi de réécrire et compléter des morceaux manquants dans les pièces qu'elle choisissait. Et donc là, c'est elle écrit et on édite, mais toujours en marquant de façon très claire ce qui est de Bach et puis ce qui est rajouté. Ouais, donc là c'est assez original parce qu'il faut enfin, il y a à la fois de l'invention et puis en même temps il faut rester dans le style. Il faut rester dans le style. C'est un travail qui doit demander pas mal de temps. Énormément de temps. Peut-être plus avec les chanteuses. Ça va. C'est un ça va qui en dit long. Ce parti pris contre les chanteuses. On essaye de rester objectif. C'est le principe de l'émission. Dans l'ensemble, c'est très agréable de travailler avec des grands, que ce soit, je parlais de Nathalie Schutzmann, Jean-Christophe Spinozzi, Julien Chauvin pour le concert de la Loge, les Monts-du-Reuil. En fait, c'est très riche et c'est une partie du boulot très très chouette d'être en contact avec ces gens qui gravitent dans d'autres sphères. Y a-t-il un temps d'adaptation, je veux dire par là, que certaines demandes peuvent-elles vous faire éructer dans le par exemple, ces artistes demandent tout et n'importe quoi, et en fait, à la réflexion, le travail sur la partition vous montre qu'en fait, ils ont peut-être eu raison de vous demander ce qu'ils ont demandé, par expérience. Alors, je dirais pas qu'ils demandent tout et n'importe quoi. Justement. Non, je pense souvent quand ça arrive à nous, le projet de concert ou le projet de CD est déjà très avancé et bien ficelé. La plupart du temps, quand ça arrive à l'éditeur, c'est réfléchi et mais je pensais peut-être à une correction, une modification, un ajout par rapport à la partition déjà travaillée. Et alors ça nous arrive d'avoir des propositions d'édition un petit peu farfelues. Ça, oui. Ah oui. Quand ça rentre pas du tout dans notre catalogue d'édition, on propose parfois de travailler comme en livre, on peut faire du livre à compte d'auteur. Oui. Donc on propose dans ce cas-là de faire de la partition à compte d'auteur, c'est-à-dire on fait le travail de la même façon, le plus professionnel possible, mais on le prend pas dans notre catalogue et les charges incombent à l'auteur ou au demandeur. Ouais. Donc ça peut être un compositeur contemporain qui crée son œuvre. Oui. D'accord. Oui, ça peut être ça. Ça peut être aussi des gens qui on a eu le cas il y a pas très longtemps, une femme qui est pianiste, professeure de piano, qui voulait éditer quelques pièces. Et dans ce cas-là, c'est presque elle qui est la mieux placée pour vendre ses partitions. C'est-à-dire que nous, dans notre catalogue, il va pas sortir. Elle, si elle tourne en concert, elle a des chances d'en vendre. D'accord. Mais ça représente une part minime du travail, j'imagine. Oh, toute petite, ouais. Mais vous restez ouvert. Oui. Alors revenons aux demandes des compositeurs, enfin des ensembles. Donc en général, ça arrive, c'est bien réfléchi de leur côté. C'est bien ficelé, mais parfois c'est un peu court en délai. Parce qu'ils ne se doutent pas ou parce qu'ils sont aux abois? Les deux. Je pense que les demandes de partition arrivent parfois tard, et que les gens n'imaginent pas forcément qu'on a un délai de 1 mois, 2 mois ou davantage pour pouvoir sortir cette partition. Alors par exemple pour Orlando Furioso, ça prendrait combien de temps si vous deviez le démarrer de zéro et le produire? J'ai plus le nombre d'heures en tête, mais par exemple sur l'Olympiade que je viens de finir, c'est 140 heures de travail. Pour vous? Oui. Après, il y a d'autres parties pour l'édition. Pour l'édition, jusqu'à ce que ça arrive sur le pupitre du musicien ou du chef. Oui, c'est ça. C'est ça. Ouais. Parce qu'il faut l'envoyer à la reliure, si jamais il y a besoin. Là, c'est fait en interne. D'accord. Ces partitions-là sont faites en interne, ouais. Donc c'est avec le projet de sortir une réduction piano pour tout un chacun, parce que les Olympiades, c'est une histoire de Jeux Olympiques. Alors, on espère sortir la partition pour l'année prochaine. D'accord. C'est très à la mode les Jeux Olympiques. Oui, donc dans tous les cas, sortir une telle partition représente pas mal de travail et donc un certain sport.
C'est du sport. Je confirme. Est-il possible de dire les titres des partitions sur lesquelles vous travaillez en ce moment? Y en a-t-il plusieurs déjà? Oui. Alors, Pour que les auditeurs puissent avoir une idée. Alors, c'est assez varié. Enfin, c'est assez varié. Donc, l'Olympiade, j'en ai parlé. L'Olympiade de Vivaldi, je viens de finir toute la partie orchestre. C'est livré à l'ensemble Bathéus, qui le donne au Théâtre des Champs-Élysées en juillet, et puis sur Beaune, au Festival de Beaune. On a un projet alors qui est un petit peu qui va se faire, qui va pas se faire. J'aimerais bien travailler avec le concert de la Loge Julien Chauvin, qui eux font un travail de recherche sur les manuscrits, de ressortir des symphonies qui sont pas éditées, tout ça. Donc j'aimerais bien proposer une collection de ce qu'ils font. Dans les projets actuels, donc il y a une commande pour l'ensemble d'Épinal sur des pièces de Rameau. Dans les partitions qui vont sortir, il y a un deuxième volet de pièces pour piano de Pierre Sampéré. Il a sorti le premier volet qui était Impression celte et le Expression celte va pas tarder à sortir. Un des compositeurs locaux avec qui nous travaillons régulièrement, c'est Yves Pignot, qui a composé toute une série de petites pièces pour débutants, pour le premier cycle en école de musique, les Tu viens jouer. Oui. Et donc il y a un deuxième volume de violon et un deuxième volume de trombone qui est en préparation. Et on est sur une partition d'air du Barzaz Braise pour piano, des arrangements en fait pour piano. Voilà, donc il y a des projets. Alors il y a aussi des projets en interne de, par exemple, sortir, je pense que j'ai mis 15 ans à les sortir, les recueils de Vivaldi par tessiture. C'est-à-dire on avait du matériel d'orchestre, parfois on a des demandes de réduction piano, donc on fait faire à un pianiste et compositeur la réduction piano. Et puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte qu'on avait une quantité d'air. Et alors là, je change de casquette, je remets ma casquette de professeur de chant, avoir un recueil soprano, un recueil ténor, un recueil baryton, c'est beaucoup plus adapté en fait au cours et finalement à ce qu'on cherche comme partition quand on est chanteur. Donc depuis une quinzaine d'années, j'ai sorti petit à petit, quand il y avait un trou dans les commandes, quand il y avait un petit peu de temps, j'ai sorti petit à petit ces recueils. Pour compléter le puzzle. Voilà, qui plaisent beaucoup, qu'on réédite très régulièrement. Et donc dans les projets futurs, je me dis, on a aussi pas mal de matériel de Handel, pourquoi ne pas sortir l'équivalent en fait d'air d'opéra de Handel par tessiture. Il y a plein de projets. Il y a de quoi faire et ça vous remplit de joie, visiblement. Ah, c'est agréable. c'est un chemin, ça se complète. C'est-à-dire qu'entre, effectivement, je donne des cours de musique, je dirige 2 ensembles et en fait, je trouve que il y a un équilibre qui est très agréable. Je pense pas que j'aurais le sourire si je devais rester 60 heures devant mon ordinateur à faire de la saisie musicale. Mais voilà, ouais, c'est chouette. Mais vous tenez à la fois les tenants et les aboutissants, quelque part. Oui, et c'est très complet. Je vous dis, entre la recherche du manuscrit et puis la déclaration SACEM, les fiches web, le travail sur une partition est très... il y a tout un chemin et c'est très varié. Eh bien, disons, peut-être pour finir, où les auditeurs peuvent vous trouver. Donc, c'est à Crozon et il y a également un site internet. Oui, bien sûr, ouais. On peut peut-être le citer. Alors, musique-buissonnière, musique au pluriel, buissonnière 2S, 2N et au pluriel.fr ou édition buissonnière. Très bien. Voilà. Merci, et nous sommes effectivement à Crozon. Merci à vous.